Nous avons aussi volontiers tendance, en l'imaginant comme un risque futur, à imaginer ces migrations comme une menace terrible pour nos sociétés. On va souvent utiliser l'argument de migration de masse vers l'Europe pour convaincre de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on va mobiliser à cette fin un imaginaire et une rhétorique qui sont parfois, il faut le dire, profondément xénophobes. Sur l'image que vous voyez à l'écran, vous voyez une photo truquée qui montre un immense camp de réfugiés autour de Buckingham Palace à Londres. Cette photo faisait partie d'une exposition présentée au musée de la ville de Londres en 2011 qui s'appelait London Futures et qui visait à montrer aux visiteurs à quoi ressemblerait leur ville sous l'effet du changement climatique. Et un des effets qui était montré aux visiteurs, c'était l'idée que Londres soit envahie par des camps de réfugiés autour de Buckingham Palace ou à Trafalgar Square. Je comprends parfaitement l'idée, évidemment. L'idée de présenter ces mouvements de population comme une menace mortelle pour nos sociétés, mais en même temps, il faut réaliser, je crois que si ces images étaient sorties de leur contexte, elles auraient tout aussi bien pu venir de propagande de l'extrême droite, avec les mêmes types d'arguments sur l'immigration qui dénature complètement nos villes et nos campagnes. Et donc, lorsqu'on va parler de ces migrations dans le cadre du changement climatique, on va souvent les présenter comme un risque futur, alors qu'il s'agit d'une réalité présente, et on va surtout les présenter comme une menace pour nous-mêmes, avant souvent de nous inquiéter véritablement des logiques et des dynamiques qui vont pousser les populations à migrer. Lorsqu'on montre ce type d'image, ou lorsqu'on agite des épouvantails de la migration, évidemment, nous sommes tracassés par nous-mêmes bien davantage que par ceux et celles qui doivent migrer. Quand on regarde la situation aujourd'hui, on considère généralement qu'il y a trois grandes familles d'impact du changement climatique qui vont générer, qui génèrent déjà, vous voyez, moi-même, il m'arrive d'en parler au futur, qui génèrent déjà des déplacements importants de population. C'est évidemment les événements climatiques extrêmes, les inondations, les sécheresses, les ouragans, les glissements de terrain, mais ce sont aussi la baisse des précipitations et la hausse du niveau des mers, qui eux vont provoquer parfois des déplacements bien davantage permanents. La baisse des précipitations et la dégradation des sols a un impact très puissant, notamment sur les populations d'Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, on estime que c'est un ménage sur deux qui dépend de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. Or, l'agriculture de subsistance est un type d'agriculture qui est extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou des précipitations. En d'autres termes, dès qu'il fait un peu plus chaud ou dès qu'il pleut un peu moins, eh bien, la moitié de la population en Afrique subsaharienne perd sa source première de revenus. On a volontiers oublié en Occident à quel point les revenus d'une grande partie de l'humanité dépendaient des conditions environnementales. Lorsque vous sortirez d'HEC et que vous serez employé facilement à peu près où vous voudrez, je peux vous garantir que pour 99% d'entre vous, votre salaire ne dépendra absolument pas des conditions environnementales. HEC va me payer le même salaire en été et en hiver. On oublie à quel point, pour beaucoup de gens, les revenus dépendent des conditions environnementales.
Et donc, lorsque des familles d'Afrique subsaharienne perdent leur source principale de revenus, elles ont généralement deux options qui s'offrent à elles. La première, c'est d'envoyer un ou plusieurs de leurs fils dans la ville la plus proche, dans l'espoir qu'ils trouvent un travail alternatif et qu'ils puissent envoyer un complément de revenus à la famille. Et c'est comme ça que dans de très nombreuses grandes villes africaines, on va trouver des jeunes gens qui sont sous pression de leur famille et qui doivent faire vivre leur famille, et sur lesquels parfois des réseaux de passeurs et de trafiquants vont mettre le grappin et vont parfois les emmener de proche en proche, au Niger, au Mali, en Mauritanie et puis en Libye. Et puis lorsqu'ils vont se retrouver en Libye, qui était jadis considérée comme l'Eldorado pour les migrants d'Afrique subsaharienne et qui est aujourd'hui devenu un enfer à ciel ouvert pour les migrants d'origine subsaharienne, eh bien parfois la Méditerranée et la fuite vers l'Europe va être la seule issue possible. Et lorsqu'ils vont arriver sur les côtes européennes, nous allons volontiers les désigner comme des migrants économiques parce qu'on va considérer qu'ils viennent d'un pays qui n'est pas en guerre. Et c'est évidemment le cas. La Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne sont pas des pays en guerre. Pour autant, si nous nous intéressions d'un peu plus près aux motifs de leur migration, on réaliserait qu'on pourrait tout aussi bien les appeler migrants écologiques ou migrants climatiques, parce que simplement pour eux, lorsque votre revenu dépend de l'environnement, les motifs économiques et écologiques de la migration, en fait, ce sont les mêmes. L'autre option qui s'offre aux familles, c'est de se mettre elles-mêmes à la recherche de nouvelles terres. Et c'est comme ça qu'une bonne partie des conflits qui aujourd'hui ravagent le Sahel sont liés à la compétition pour les terres, soit entre agriculteurs et éleveurs. Et c'est aussi pour ça, évidemment, que la région connaît une grande instabilité, parce que les populations dont les terres sont menacées et sont convoitées par d'autres groupes vont parfois s'appuyer qui sur des groupes djihadistes, qui sur Wagner, pour protéger les terres en l'absence d'une autorité forte de l'État. Et donc, si on ne comprend pas le processus de dégradation des sols en Afrique, on ne comprend pas non plus les processus d'insécurité ni les processus de migration dans la région. Et puis, bien entendu, il y a la hausse du niveau des mers qui va provoquer des migrations et des déplacements qui seront évidemment de nature souvent permanente. Là encore, on voit souvent la hausse du niveau des mers comme un phénomène très progressif pour lequel nous aurions encore énormément de temps de préparation et d'anticipation. On ne réalise pas suffisamment à quel point, dans de nombreux endroits du monde, la hausse du niveau des mers contraint déjà des populations à abandonner leurs terres. Voici par exemple une recherche que nous avons menée il y a quelques années dans la banlieue de Cotonou. Et vous voyez en rouge le trait de côte tel qu'il était en 2002. Voici la même région en 2004. La même en 2011. Et encore la même photo en 2013. Et vous voyez, en l'espace de 10 ans à peine, la quantité de territoire qui était perdue du fait de la hausse du niveau de la mer et les autres quartiers qui, évidemment, ont été évacués de façon anticipée par les autorités. Littéralement, la hausse du niveau des mers va redessiner nos cartes de géographie. Et naturellement, la décision la plus spectaculaire, c'est celle qui a été prise il y a maintenant 2 ans par le gouvernement indonésien, qui était de relocaliser sa capitale, Jakarta, une ville d'un peu plus de 10 millions d'habitants, vers une ville nouvelle,
qu'ils ont commencé à construire la ville de Nusantara sur l'île de Bornéo. Et pourquoi est-ce que le gouvernement indonésien a pris cette décision, qui est évidemment une décision absolument radicale? Parce que le gouvernement indonésien savait Jakarta condamné à la fois par la hausse du niveau des mers et par les forages souterrains qui créaient de plus en plus des inondations permanentes à Jakarta. Et donc toute une série de côtes, de deltas, y compris de formes des continents, vont être transformées de façon radicale par la hausse du niveau des mers. Et cette hausse du niveau des mers, on s'attend à ce qu'elle soit en moyenne d'1 mètre d'ici 2100, mais nous devons absolument être conscients du fait que cette hausse va se poursuivre après 2100 et vraisemblablement jusqu'au XXIIIe siècle, simplement parce que l'inertie est beaucoup plus forte pour la hausse du niveau des mers que pour la hausse des températures.